Bonjour, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci d'être là. Je suis ravi de venir vous présenter nos travaux. C'est parfait, je trouve, comme organisation de pouvoir parler en complémentarité de Nico et du travail d'Encore Heureux. Pour rien vous cacher, on a l'habitude pas mal de travailler ensemble. On est en fait très complémentaires. Donc nous, on ne s'appelle pas collectif, par contre, pour juste repréciser, on est l'association Bellastock. On tient à ce terme parce que voilà, c'est notre statut juridique. On est une association loi 1901, tout ce qu'il y a de plus classique, ce qui fait qu'on a beaucoup d'adhérents, et ce qui fait aussi qu'en tant qu'association, nous ne pouvons pas nous inscrire à l'ordre des architectes. Donc nous ne sommes pas maîtres d'œuvre d'architecture. C'est important de le préciser, puisque ça définit pas mal quels peuvent être nos rôles dans les métiers de l'architecture, en tout cas pas celui d'être maître d'œuvre, donc celui d'être... nous, notre cœur de métier, c'est vraiment de faire de la recherche appliquée par l'expérimentation. Donc on a beaucoup de moyens de le faire, et aujourd'hui je vais vous présenter tout notre travail sur la question du réemploi, où nous on se situe sur vraiment la question de la structuration de la filière dans son ensemble. Donc ça va peut-être répondre aussi à quelques-unes des interrogations, notamment sur des aspects économiques ou sur comment on arrive à récupérer des matériaux quand on est maître d'œuvre et quelque part un peu au bout de la chaîne. Nous, on a une posture très très transversale sur l'ensemble de ces métiers-là. Bon, le constat un peu global a déjà été très très bien balayé par Nicolas, donc je ne vais pas y revenir. Nous, on s'est rendu compte en travaillant beaucoup, donc Plaine Commune, c'est la communauté d'agglomération qui est juste collée au nord de Paris. Oui, nos bureaux sont à Paris, nos ateliers sont à l'île Saint-Denis, donc dans cette communauté d'agglo, on s'est rendu compte effectivement, les études démontrent qu'il y a autant de matériaux qui sont importés pour la construction chaque année qu'il n'y a de matériaux issus du BTP qui sont évacués comme des déchets. Donc potentiellement, il y a la possibilité de mettre en place une économie circulaire sur ce territoire pour essayer de travailler de manière le plus locale possible et de valoriser toutes les ressources de ces territoires. Donc nous, c'est ce qu'on essaie de mettre en place. Vous avez ce petit schéma sur la question de l'économie circulaire, peut-être un peu petit affiché comme ça, mais qui en tout cas permet de voir que le réemploi est un des maillons, mais qu'effectivement, déjà, on peut optimiser l'économie circulaire en évitant de démolir, en réhabilitant et ainsi de suite. Donc nous, on travaille un peu par la force des choses sur la question des déchets du BTP, mais clairement, si on pouvait ne pas démolir, déjà, on serait content, même si on perdait l'intégralité de notre travail. Donc voilà, pareil sur la question des volumes des déchets, on est sur des enjeux majeurs. Nous, on travaille uniquement sur la question des déchets non dangereux. Il est très clair que toutes les filières de déchets amiantés, peinture au plomb, tout ça, on ne touche pas. C'est trop dangereux. Donc on va s'intéresser aux autres typologies de matériaux. Et on va également beaucoup s'intéresser à la question de comment la structuration des filières de réemploi sur un territoire sont un levier pour créer des nouveaux emplois. Donc ce diagramme montre le nombre d'équivalents temps plein de travail créé pour 10 000 tonnes de déchets traités. Donc c'est 1 pour l'enfouissement, 3 pour l'incinération, 31 pour le centre de tri et 690 pour le réemploi ou la réutilisation. Donc on voit qu'il y a en fait un vrai levier, donc un peu comme l'expliquait Nicolas, clairement, bon, vous savez que la main-d'œuvre coûte cher, on ne va pas faire des économies en faisant du réemploi, on va créer par contre une nouvelle économie, et ce qui est beaucoup plus important à notre sens pour les enjeux sociétaux qui sont les nôtres aujourd'hui, au-delà des défis environnementaux qui sont liés à ces questions. Donc voilà, nous on a essayé de créer un certain nombre d'outils méthodologiques. Depuis 2012, on mène des recherches pour l'ADEME. On a monté un programme de recherche qui s'appelle Repart, le réemploi pour l'architecture. On a livré une première recherche en 2014. On a lancé Repart 2 depuis. Donc on est mandataire d'un groupement dont fait partie Encore Heureux, dont fait partie aussi le démolisseur Doyer dont tu parlais tout à l'heure, Nico, et le CSTB, en tout cas la cellule économie du CSTB. Et du coup, on crée des outils pour essayer justement de mettre en place ces filières sur un territoire. Ça commence par l'identification des ressources qui sont présentes. Donc on a créé ce qu'on s'appelle le diagnostic ressources. En fait, on nous appelle assez régulièrement, donc c'est des maîtrises d'ouvrage publiques en général, les collectivités ou les aménageurs, qui nous appellent en disant voilà, on va démolir des bâtiments, est-ce que vous pensez qu'on peut récupérer des matériaux dessus ?
Donc on va se promener sur le bâtiment en question, essayer d'identifier qu'est-ce qui pourrait être récupéré. Donc ça demande tout un travail de diagnostic, de fouille et d'enquête pour à la fois faire une sorte de contrôle visuel sur les bâtiments et les différents éléments, mais aussi aller fouiller dans les archives, essayer de retrouver les systèmes de mise en œuvre, comment ça a été construit, quels détails, ainsi de suite. Essayer de voir s'il y a des brevets qui ont été déposés. On va voir tout ça. Et en même temps, faire un diagnostic ressources, pour nous, ça s'accompagne toujours de propositions sur le domaine d'emploi visé futur de tel type de matériaux. Donc là, on a une fiche générique de réemploi de béton issu de démolition pour en faire de l'opus incertum, donc du traitement de sol type voie romaine. Donc c'est un domaine d'emploi assez évident pour l'espace public. En fait, celui-là, on a déjà réussi à le valider, ça marche très bien. Ça marche doublement bien parce que ça coûte pas très cher à la pose. C'est une méthode de mise en œuvre relativement classique. Et surtout, cette technique-là, elle implique très peu de changement de méthode à la démolition. Donc, comme ça a été dit aussi précédemment, je vais faire quelques redites, mais c'est bien, ça va rentrer puis ça va nourrir le débat toujours. Nous, on est donc appelés par les maîtrises d'ouvrage en amont d'une démolition. On fait ces diagnostics ressources en vue de faire des additifs au CCTP et à la DPGF des décès de démolition. Là, je viens de dire plein de lettres, alors je ne sais pas si ça parle, mais voilà, quand on va appeler des entreprises pour démolir, on leur demande de répondre à un certain nombre de points dans un cahier des charges. Et nous, on ajoute des points dans ce cahier des charges qui est de faire de la déconstruction sélective et non pas de l'abattage brutal, de tout mettre au sol et de séparer une fois que c'est au sol. Donc on va potentiellement demander de déposer des fenêtres soigneusement, de récupérer toutes les poutres en bois de cette magnifique salle, donc appelez-nous quand c'est démoli, et ainsi de suite. Par contre, parfois, comme c'est quand même à chaque fois des coûts supplémentaires, on va essayer de voir comment l'entreprise travaille de manière régulière et se calquer sur sa méthodologie de démolition. Donc c'est pour ça que là, on sait qu'on n'a quasiment pas de surcoût à la démolition et aucun surcoût à la mise en œuvre. Donc cette question de faire du réemploi implique dans le travail de conception aussi une certaine forme d'adaptation aux matériaux existants. Donc ça, ce sont nos futurs nouveaux bureaux, là où il y a nos ateliers sur l'île Saint-Denis. Ce bâtiment, on l'a tout autoconstruit nous-mêmes. Donc on est architecte et constructeur, on est très borderline avec beaucoup de normes. En fait, on a un peu comme le projet en béton qui a été présenté tout à l'heure, pris le temps de le faire. Parce qu'on s'est aussi donné comme challenge d'avoir au moins 85% de matériaux de réemploi issus d'un périmètre de moins de 10 km à la ronde. Et du coup, ça implique aussi de s'adapter à tous les matériaux qu'on peut trouver, d'essayer d'avoir un peu d'ingéniosité sur la manière de les mettre en œuvre, et d'assumer aussi quelque part le choix esthétique de ce patchwork-là de bardage que vous voyez en façade, qui sont principalement en fait des dormants de porte qu'on a récupérés assez proche. Et donc ça, c'est les vues intérieures. Toutes les fenêtres, les façades sont faites avec des fenêtres récupérées sur une réhabilitation de logements sociaux à 500 mètres de notre site. Voilà, en fait, tout ce que vous voyez là sont des matériaux de réemploi, donc ça s'est fait au coup par coup. Tout a été fait de manière relativement artisanale aussi. Et tout a été fait dans un cadre de formation, puisqu'on encadre à peu près 60 stagiaires chantiers d'école d'architecture par an. Donc c'est des séances de formation aussi régulières, où à chaque fois des adhérents de l'association qui ont des compétences d'artisanat un peu poussées. Je pense à Cyril qui nous a aidé à faire la charpente, ou à Sébastien qui est menuisier et qui a fait toutes les fenêtres, et ainsi de suite. Donc c'est aussi des temps de formation sur des nouvelles compétences liées à la valorisation des matériaux dans la filière de réemploi. Donc là, je vais vous montrer quelques exemples du coup, de projets sur lesquels on arrive à mettre en place les filières. Donc là, on est toujours à l'île Saint-Denis, où il y a eu la démolition des anciens entrepôts de printemps, où entre autres, on s'est attaché à faire récupérer par l'entreprise. On ne le fait pas nous-mêmes avec nos mains, même si on l'a fait. Là, en l'occurrence, les tuyaux du réseau sprinkler du bâtiment.
Donc c'est eux qui ont fait la dépose soigneuse, vous voyez les petits schémas en haut. Et nous, on les a réemployés dans nos ateliers. Donc ça, c'est les prototypes de luminaires urbains pour les espaces publics de l'écoquartier qui va prendre place au lieu même de ces entrepôts de printemps. Donc nous, on travaille beaucoup sur le réemploi in situ. C'est pour ça qu'on travaille de manière très transversale, très en amont avec la maîtrise d'ouvrage et jusqu'au bout à accompagner les maîtrises d'œuvre dans le réemploi et la mise en œuvre de ces matériaux-là. Donc là, il y a deux types de luminaires, dont un qui fait capitainerie, puisqu'on est sur une île. Donc là, on voit encore le réemploi du béton. Donc c'est pareil, les entrepôts de printemps avec la mise en œuvre en opus incertum pour le dallage de sol. Donc c'est pareil, c'est un prototype en réemploi qui va être inclus dans le traitement des espaces publics de l'écoquartier. Donc là, on a fait un truc assez particulier pour l'Île-de-France, mais beaucoup moins, je pense, pour la région Auvergne, c'est de faire du réemploi de bois d'arbres. Donc aussi bizarre que ça puisse paraître, on nous a appelés pour... voilà, c'est une ZAC qui est proche de Paris, qui prenait place sur une ancienne pépinière. La maîtrise d'ouvrage, qui est Grand Paris Aménagement, nous a dit on aimerait qu'aucun arbre ne soit évacué du site, mais ils ne savaient pas quoi en faire. On leur a proposé une idée révolutionnaire, en faire des matériaux de construction. Donc on a fait venir une scierie mobile et on a travaillé in situ. Donc il y a une première entreprise qui a fait tout le défrichement. Nous on avait repéré tous les arbres à conserver. Et là la scierie mobile est venue. Nous on s'est occupé de dessiner ces architectures de stock parce qu'effectivement il y a la question du stockage, notamment quand c'est un temps long de séchage de bois, là il y a 3 ans. Donc en fait il y a 6 petites folies comme ça qui sont des stocks bruts du bois qui vont servir d'éléments de sensibilisation pour la maîtrise d'ouvrage auprès des publics locaux. Et ce qui est intéressant et très parlant avec cette question de la scierie mobile, c'est qu'en fait on retourne le schéma où par le passé c'était les matériaux qui étaient dans des mouvements perpétuels parce que les centres de production sont très loin, donc aujourd'hui ils sont en Chine, en Inde ou je ne sais pas où, et vouloir faire du réemploi dans des périmètres très, très locaux, c'est faire en sorte que les matériaux ne se déplacent pas, et par contre c'est le système de production qui vient directement sur place. C'est avec cette logique-là qu'on est en mesure de créer de l'emploi de manière très locale, en parallèle qu'on conserve ces matériaux, donc l'idée de valoriser les ressources d'un territoire dans l'ensemble de ses facettes. Ça, c'est un projet à Nantes dans la caserne Mélinette, qui est une caserne militaire qui est en train d'être réhabilitée. Donc pareil, notre mission, c'est de l'assistance à maîtrise d'ouvrage sur la question du réemploi. Donc on parlait de créer des nouveaux métiers. Nous, on s'est déjà créé notre propre nouveau métier. Là, c'était des bâtiments début 20e avec des matériaux assez nobles. Donc ça faisait sens vraiment de récupérer ces pierres de taille et du bois de charpente en très très grosse section. Donc d'une part, on fait, donc là vous voyez une partie du diagnostic ressources sur la gauche de l'image, qui commence à faire des propositions de réemploi, mais ça c'est nous on produit des catalogues de solutions en réemploi avec ces matériaux qui sont à destination pour le coup de la maîtrise d'œuvre, pour que eux s'en saisissent. Et après c'est eux qui choisissent dans ce catalogue ou qui en créent des nouveaux. Et en fait on va s'occuper de stocker les matériaux, faire stocker les matériaux sur site. Donc on parle souvent d'architecture de stock. Et très régulièrement, on crée des prototypes comme celui en bas à droite, qui sont toujours l'occasion de faire des chantiers participatifs où on travaille avec les habitants, parce qu'il y a une problématique assez forte avec la question du réemploi, c'est quand même de sensibiliser l'ensemble des acteurs, et y compris les habitants et les usagers d'un territoire. C'est pas toujours très évident de se dire... bon là c'est une caserne militaire donc ça marche pas, mais quand on travaille plutôt dans des projets en rue, dans des cités avec des populations très populaires et qu'on leur dit on va faire du réemploi de béton à l'intérieur de votre quartier, la première remarque c'est super les gars, déjà qu'on est pauvre et loin de la ville, maintenant vous venez travailler avec des matériaux de merde qui sont des déchets. Donc il y a un vrai travail de sensibilisation. Donc nous on fait énormément de terrain pour travailler avec les habitants et leur expliquer qu'en fait ils sont au top de l'innovation, même si on fait ce que faisaient nos grands-parents. Maintenant nous on gagne des prix d'innovation parce qu'on fait du réemploi, on est les premiers surpris. Et du coup voilà, de fil en aiguille, en leur expliquant la démarche et en démontrant que c'est un moyen aussi d'inclure habitants et usagers dans les projets, en fait ça finit par faire sens et être très très bien accepté.
Donc là, on a voilà, quelques fiches techniques, c'est pour vous montrer qu'on produit des documents hyper intéressants, notamment avec le CSTB. Donc c'est des guides de bonnes pratiques sur les questions de réemploi. Vous pourrez notamment trouver sur le site internet du Lab CDC, c'est le laboratoire de la Caisse des dépôts et consignations. On a été lauréat, un des 5 lauréats de l'appel à projet Architecture de la transformation dans le logement social. Donc on a travaillé sur un projet à Stein où après 9 mois d'incubation très intense par la Caisse des dépôts, on a produit des livrables qui sont disponibles en ligne sur leur site. Il y a notamment un guide de bonne pratique à destination des maîtrises d'ouvrage et un guide de bonne pratique à destination des maîtrises d'œuvre. Ça fait partie en fait des recherches. Donc là, vous voyez un repart. C'est notre programme de recherche. Donc ça fait partie de l'ensemble des documents sur lesquels on travaille, qu'on s'échine à produire et qu'on souhaite mettre à disposition de tout le monde, puisque nous sommes une association, on le rappelle, et qu'en plus c'est souvent des recherches financées avec de l'argent public. Voilà, quelques exemples de filières. Donc je vous en ai un peu parlé tout à l'heure de cette façade en fenêtre de récupération. C'est un peu moins impressionnant que le bâtiment à Bruxelles. La valorisation des matériaux en vue de leur réemploi. Il y a toujours plusieurs solutions qui peuvent se trouver. En tout cas, tout est en général relativement bien consigné sur les différentes phases d'opération, donc de la collecte jusqu'à la mise en œuvre, en comprenant toutes les phases de revalorisation de la matière, puisque c'est très précisément dans cette temporalité-là qu'il y a un vrai levier pour la création d'emplois locaux. Hop, voilà la façade. Les tuiles aussi sont de la récup. Mais alors là, justement, pour faire la distinction sémantique, on va dire que les tuiles, c'est de la réutilisation, puisqu'on n'a pas changé l'usage du matériau. La fenêtre, à peu près aussi, sauf qu'elle a moins de compétences thermiques qu'initialement prévues. Normalement, c'est ça le réemploi. Là, on a fait, donc ça, c'est la filière briques. Donc là, c'est la démolition de grandes halles industrielles à la Courneuve. Et donc on a appliqué ici, ce qui est très très compliqué à faire dans la vraie vie en général, c'est la synergie entre les chantiers. C'est-à-dire que nous, on n'a pas de zone de stockage, on n'est pas une ressourcerie. Donc notre travail, c'est toujours d'identifier à la fois le gisement et les débouchés des matériaux. Donc le plus souvent, ça se fait in situ. Donc pour un même projet, on démolit, on reconstruit et on va stocker la matière sur place. Mais ça ne suffit pas pour assurer tous les débouchés à plein de matériaux. Du coup, des fois, on va essayer de trouver dans des temporalités très courtes, un peu comme les portes de Nicolas tout à l'heure. Là, on a la démolition d'un bâtiment en briques. Où est-ce qu'on a un autre projet où ces briques pourraient aller? Donc là, on est dans la même communauté d'agglos. Les briques, elles ont bougé de même pas 10 km. Et pour construire ça, on s'est associé avec une autre structure qui s'appelle Allage et qui fait des chantiers écoles et des chantiers d'insertion. Donc là, il y avait tout un tri manuel à faire sur la sélection des briques, puis après sur leur mise en œuvre. Donc là, il y avait tout un travail d'encadrement. Nous, en fait, on avait fait le dessin et encadré les formateurs pour qu'ils forment pendant le chantier école. Donc toute l'arène a été construite avec ces matériaux de réemploi. Et du coup, en parallèle, on a essayé de voir ce que ça représentait en création d'emplois pour 10 000 briques. Et en fait, oui, voilà, ça peut potentiellement créer beaucoup plus d'emplois que si on va jeter ces briques-là, puis en racheter des nouvelles. Et pourtant, on peut avoir un coût du matériau qui soit inférieur à celui du neuf. Voilà le résultat de l'arène paysagère à Stein. Et donc là, on est toujours à Stein dans justement le projet en rue dont je vous parlais tout à l'heure, le Clos Saint-Lazare. C'est ce projet-là sur lequel on a eu une incubation de la Caisse des dépôts. Donc ça a été dit tout à l'heure, mais il faut toujours le rappeler, faire ce type de projet, on est toujours dans un cadre assez expérimental aujourd'hui, ça nécessite un vrai portage de la maîtrise d'ouvrage. Là, c'est OPH 93, le bailleur social, qui a voilà, décidé de faire cette expérience avec nous et qui a vraiment porté le projet. Donc c'était déconstruction. Bon, vous connaissez les principes de projet en rue. Hein, on se dit que le style architectural stigmatise tous les problèmes sociaux des banlieues. Du coup, on va démolir en reconstruisant d'autres plots, en se disant que ça va aller vachement mieux dans l'avenir. C'est pas toujours vrai, malheureusement.
Et en tout cas, ces démolitions sont quand même souvent vécues comme des traumatismes pour les habitants. Donc voilà, il y a un levier sensible sur lequel nous, on peut aussi travailler en termes de sensibilisation. Comme c'était des bâtiments préfabriqués, montés comme des puzzles en 3D, préfabrication lourde des années 60, on a essayé de travailler avec l'entreprise pour faire la déconstruction sélective, donc élément par élément, à récupérer des voiles entiers du béton. Et puis les retravailler. Donc là, on a fait venir une entreprise qui fait de la coupe de béton, parce que nous, on n'a pas de scie circulaire aussi puissante que celle-là. Et, donc, à nouveau, tout ce travail sur la revalorisation de la matière. Et on a donc là, on est en plein cœur du quartier, on a cette petite zone d'expérimentation dans laquelle on a essayé de développer quelques prototypes à partir du réemploi de béton. Donc vous retrouvez le dallage au sol, les jardinières ou murets en pierre sèche au milieu, mais qui est de la pierre de béton, qui doit être scellée pour pas caillasser les flics. Et à droite, le local vélo abri poubelle avec les voiles, on retrouve les voiles entiers ou découpés. Qui servent à la structure de cette micro-architecture-là. Donc c'est pareil, vous retrouvez dans les livrables, comme on travaille avec la cellule économie du CSTB, il y a beaucoup de modélisations économiques qui sont faites sur les différents sites d'études et d'expérimentation sur lesquels on travaille. Et en fait, un des schémas qui est venu assez rapidement, c'est l'idée de travailler en coût global pour la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire arrêter de dissocier d'un côté le coût de la démolition, et de dire on fait un bilan économique, puis on va recommencer un nouveau bilan économique à la construction. Pour comprendre bien le schéma économique du réemploi, on essaie de prendre tout ça dans un seul chapeau et éviter cette rupture qu'on a dans le schéma de gauche, où d'un côté, bon, bah, c'est bon, on a tout mis sous le tapis, on a enfoui à l'autre bout de l'île de France les matériaux, tout va bien, et on va racheter du neuf, ça va être trop bien. Nous, en travaillant sur place, non seulement on arrive à, en fait, potentiellement baisser un peu des coûts, mais c'est surtout que même si on est en général à prix équivalent, cet argent-là va être fléché sur des personnes. Et là, dans le cas de Stein, y compris, on travaille avec des associations en insertion. Nous, en fait, on a formé la régie de quartier à faire toutes ces opérations préalables au réemploi sur le matériau béton, pour que la régie, en tant que telle, puisse répondre aux appels d'offres comme une entreprise. Et comme elle va avoir, le monsieur qui demandait sur les entreprises tout à l'heure vient de partir de la salle, je le raconterai avec un café tout à l'heure, mais en fait c'est une des solutions pour que les entreprises se positionnent là-dessus. Si la maîtrise d'ouvrage fait des appels, des consultations d'entreprises en disant on veut une entreprise qui soit très très calée sur la question du réemploi du béton, et qu'en fait on est aujourd'hui à un temps où en fait à peu près personne sait faire. Là, la régie de quartier, elle peut dire bah nous, on est spécialiste parce que ça fait 1 an qu'on travaille là-dessus. On a été formé par les gens de Bellastock, qui sont trop sympas. Et du coup, voilà, on a ça à valoriser. On travaille avec que des gens du quartier. Et du coup, c'est plusieurs dizaines d'emplois qui vont être normalement créés dans le cadre du projet en rue. Donc ça, c'est après avoir créé un peu un certain nombre de documents pour réussir à mettre en place la filière dans son intégralité. Aujourd'hui, ce sur quoi on travaille beaucoup, c'est mettre en place le réseau d'acteurs locaux qui permet de structurer clairement ces filières-là et de la valoriser notamment par de l'emploi en insertion, en dehors des autres chiffres qu'on va retrouver sur des bilans, qui sont la réduction du bilan carbone et ainsi de suite, quoi. Donc là, voilà, nous, on a tendance à assumer très clairement l'esthétique du matériau au réemploi. On retrouve même certains voiles là où il y a encore le carrelage qui était posé parce que c'était des voiles de la salle de bain. Et voilà, quand on parle de l'histoire des lieux, là, en travaillant sur le quartier, on a rencontré des habitants qui nous disaient bah voilà, moi j'ai travaillé sur la construction du quartier et après j'y ai habité. Et là maintenant, les trucs sont démolis, on est dégoûté. Je suis trop content de revoir ce mur que j'avais mis en œuvre moi-même il y a 50 ans. C'est quand même incroyable que ce soit aussi obsolète l'architecture aujourd'hui. Et en parallèle, donc, on mène d'autres activités, comme par exemple l'enseignement. Donc, on l'a fait par plein de biais. J'ai parlé tout à l'heure de l'encadrement de stages chantiers.
Là, cette année, on donne aussi des cours à l'école d'architecture de Paris-Belleville, dans laquelle on a nos locaux et à l'intérieur de laquelle on est né. Donc on a des liens très étroits avec cette école, mais il a fallu attendre 11 ans pour qu'on gagne assez de crédibilité pour faire des cours. Donc on travaille avec les étudiants pour les faire imaginer justement des scénarios de mise en place et de structuration de filières à partir de cas d'études très concrets sur lesquels nous on travaille. Et donc là, on retrouve justement cette question du voile béton, comment il peut être scié. Bon, l'intégralité de ces opérations, nous on considère que c'est hyper important que les architectes se saisissent de cette question des déconstructions de bâtiments, puisque justement, comme ça a été rappelé tout à l'heure, en tant que maître de l'œuvre, ce sont nos carrières actuellement. Alors bon, nous, on travaille en Seine-Saint-Denis, donc nos carrières, c'est beaucoup des bâtiments industriels ou de l'habitat social avec de la structure béton. C'est pour ça que je parle beaucoup de béton depuis tout à l'heure. Et en tout cas, de maîtriser l'intégralité de la filière, puisque c'est ça qui va donner une nouvelle matérialité à l'architecture. Il faut qu'on sache se saisir en tant qu'architecte de ces enjeux sociétaux, économiques et environnementaux. Donc voilà, on forme les jeunes générations. Même si on en fait partie déjà, donc on se forme avec eux aussi, bien sûr. Et après, on a donc plusieurs plateformes, comme on fait de la recherche appliquée, on la fait sur le terrain. À chaque fois qu'on a un territoire de projet sur lequel on s'ancre un peu durablement, on monte un lieu de recherche. Donc ça, c'est le projet ActLab, qui est notre plus ancienne plateforme. Ça fait 5 ans qu'on travaille sur... donc là, on est à l'intérieur même de la zone de chantier de l'écoquartier fluvial de l'île Saint-Denis. Et du coup, ça, c'est plutôt la pratique, on va dire, d'urbanisme transitoire. En tout cas, c'est très à cheval, très lié chez nous, ces deux pratiques-là. La pratique économie circulaire, la pratique urbanisme transitoire. Donc ça va permettre de faire un petit pont avec la prochaine journée thématique où vous allez parler de la question des friches. Mais donc, tout ce que vous voyez ici a été soit construit par nos mains, soit construit avec l'entreprise de démolition. Et c'est toute une série de prototypes juxtaposés qui nous ont permis de construire nos ateliers d'abord, puis maintenant nos bureaux, et d'accueillir énormément de monde sur ce site-là, et de faire vivre le temps de la transformation du territoire qui est en train de muter de vieilles friches industrielles fermées depuis le début des années 90 jusqu'à un futur écoquartier qui va être livré entre 2020 et 2025, voire plus tard si Paris accueille les Jeux Olympiques. Et c'est du coup un lieu où, outre le fait que ce soit le laboratoire du réemploi pour Bellastock avec son fonctionnement schématique là sur le dessin, c'est aussi un lieu où on organise des masterclass, on organise des chantiers d'insertion, on organise des ateliers d'architecture pour enfants, on a travaillé avec les jardiniers et les paysagistes de l'assaut aussi sur la question de la régénération des sols sur ces sites en friche. Donc on détourne travaille avec les élagueurs pour détourner les déchets verts du territoire et recomposer de la terre végétale en profitant du temps long de la transformation justement. On organise aussi évidemment pas mal d'événements où on essaye de scénographier le temps du chantier. Donc ça c'était en phase de démolition où il y avait des montagnes incroyables de concassés de béton. Voilà, c'est le moment où on peut montrer des prototypes. On organisait des résidences d'artistes avec quelqu'un qui a fait cette sorte de dolmen en énorme pièce de béton, des scénographes qui ont travaillé avec l'entreprise pour restructurer la butte et apporter un point haut tout là-haut. Donc ça, c'est des temps où on fait aussi la fête. ActLab, c'est aussi un lieu qui sort de ses murs pour travailler sur les questions d'appropriation de l'espace public. Donc on a un programme de recherche qui a duré 3 ans, qui vient de se terminer, qui s'appelait FACT, la fabrique active du paysage, avec le CSTB encore une fois, qui a donné lieu à une douzaine de résidences d'artistes pour des interventions très diverses et variées sur des questions d'espace public ciblées et de démarches dites participatives, de tarte à la crème, comme ça a été dit. C'est compliqué la question de la participation. Celle du Clos Saint-Lazare, donc à Stein, j'en ai déjà un peu parlé, donc la mise en place de filières de réemploi béton. Donc c'est le lieu où on a développé un certain nombre de prototypes, où on forme la régie de quartier, et qui est du coup un lieu en plein cœur du quartier, dont les clés sont laissées aux associations de quartier pour organiser les événements qu'ils souhaitent pendant tout l'été. Nous,
nous, ça nous permet d'avoir un retour sur l'usage des prototypes qu'on met en place. Et puis surtout, c'est justement ce côté un peu participation, de projet inclusif, de faire en sorte que les habitants soient impliqués dans la transformation de leur quartier, n'en soient pas seulement spectateurs et faire que subir de la démolition lourde. Là, on est en train d'essayer aussi d'assouplir ce temps-là de la reconversion de ces sites. Et le troisième qui a démarré depuis 2 ans à peu près, qui se trouve à Bobigny. Donc les 3 sites que je vous présente, c'est en Seine-Saint-Denis. C'est un territoire avec beaucoup d'enjeux et beaucoup de richesses, contrairement à ce qu'on peut entendre régulièrement dans les médias. Donc là, on est à Bobigny, au bord du canal de l'Ourcq. On a organisé notre festival annuel, notamment l'été dernier, où on a créé ce laboratoire qui est mobile, puisqu'il est démontable et remontable. Il est posé sur 2 containers. Ses poteaux sont des racks de stockage, sa toiture une serre agricole. Donc il a coûté assez peu cher. Et c'est un nouveau lieu où, entre autres, on expérimente la question du réemploi à l'échelle très territoriale. Mais aussi, on travaille sur d'autres sujets et on est en train de s'associer avec 5 autres acteurs du territoire qui travaillent soit sur des questions d'économie circulaire, d'agriculture urbaine, de programmation culturelle et de production de nourriture et de repas. Et du coup, pour créer une structure chapeau qui va gérer cet équipement qui, du coup, pendant 10 ans, occupera friche après friche le long du canal de l'Ourcq pour des temps de au moins 2 ans sur chaque friche. Vous connaissez les processus de transformation urbaine qui ont tendance à laisser des espaces vacants. Donc là, on a un outil pour venir occuper des friches et en faire un vrai lieu laboratoire qui, à micro-échelle au départ, permet de tester des méthodologies de projet. Dès qu'il y a un sujet qui est validé, on va le répliquer à l'échelle du territoire. Et pareil, on a d'autres types de projets là autour de cette plateforme Mobilab qui nous on fait des interventions un peu plus petites, plus scénographiques tout le long du canal de l'Ourcq. Et voilà, donc cette année on travaille, parce qu'on organise un festival d'architecture tous les ans, il aura lieu au mois de juillet. Là on travaille sur la question de l'architecture et de la construction en terre crue, plus spécialement. Donc on travaille avec le laboratoire Crater, qui est le laboratoire de l'école d'archi de Grenoble, un grand spécialiste de la construction en terre, avec toujours aussi cette question donc, de la ressource locale, puisque en fait il y a une grosse problématique en Île-de-France, c'est qu'on va créer le métro du Grand Paris, donc on va excaver des millions et des millions de terres pour mettre en place le métro. Du coup, entre autres, nous on propose que ça devienne, on n'est pas les seuls, hein, loin de là, mais en tout cas il y a une dynamique qui dit ça peut être un matériau pour construire. Donc on essaye de contribuer à ces réflexions-là avec Crater et d'essayer toujours d'être dans cette logique de ne pas déplacer la matière, mais faire venir le centre de production sur le site et de voir comment ça permet de créer de l'emploi qui est par essence non délocalisable. Donc ce festival, il aura lieu du 13 au 16 juillet à l'île Saint-Denis, là où on a le laboratoire à Clab. Et là, on vient de terminer le cycle de conférences Terre en Mars. Et donc voilà, là, c'est les inscriptions au festival. En général, l'école d'archi de Clermont est partenaire, est l'un des partenaires du festival d'architecture. Et puis voilà, moi j'en ai fini pour cette présentation, donc je suis à votre disposition pour qu'on puisse échanger. Et merci beaucoup.